Je retrouve l'année dernière encore des seringues ensanglantées dans ma boîte aux lettres avec des lettres anonymes me promettant la mort. Bonjour à tous, c'est Jérém Star et je vais vous raconter mon histoire. Je suis un survivant des réseaux sociaux. Durant mon enfance, j'avais pas forcément confiance en moi. J'étais pas mal rejeté parce que j'étais différent. À l'école, c'est vrai que durant mes années collège, surtout, j'étais pas forcément le garçon qui jouait au foot. Je préférais jouer au Barbie. Ça plaisait pas trop. Voilà, on se foutait un peu de ma gueule parce que j'avais une voix un peu aiguë, parce que j'étais efféminé. Donc c'est vrai que je me sentais pas vraiment rentré dans le moule. Je me rappelle que à la cantine, j'avais pas vraiment de gens avec qui manger. Je faisais pas partie des groupes populaires de l'école. Et c'est vrai que c'est assez violent quand on est jeune et qu'on est en pleine construction. L'école, c'est la première expérience qu'on a en société et elle s'est pas ultra bien passée pour moi. Je me suis toujours senti, c'est vrai, pas hyper bien intégré durant mon parcours scolaire. Rapidement, en grandissant, après, pendant mon adolescence, j'ai créé ce personnage de Jérém Star qui m'a permis de prendre confiance en moi et surtout qui a été une belle revanche puisque c'était le moment où j'ai décidé de faire un gros doigt d'honneur à tous ces gens qui me méprisaient, me rabaissaient à l'école et j'ai décidé d'être vachement dans la provoque, vachement dans l'acceptation à travers un coming out un petit peu provoquant à cet âge-là et ça m'a vraiment aidé à travers ce personnage à croire en moi. J'ai grandi forcément avec les émissions de télé-réalité. Je comprenais pas trop, jeune, pourquoi on enfermait des gens comme des rats de laboratoire. Et puis surtout, je me disais, mais pourquoi ces gens-là deviennent connus, gagnent de l'argent en n'ayant rien fait de leurs 10 doigts. Je vois pas pourquoi moi, je pourrais pas y arriver. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai été un petit peu attiré par ce système-là et j'ai eu envie de faire de la télé-réalité jusqu'à que je comprenne que c'était pas possible et qu'on me prenait pas. Donc j'ai décidé à un moment donné de tout simplement de la commenter et de la débriefer, de la décrypter. Voilà, c'est vrai que je suis devenu vraiment le spécialiste en matière de télé-réalité sur tout l'envers du décor. Je balançais énormément sur les productions, sur la drogue, la prostitution. J'ai commencé à sortir beaucoup de choses qui passionnaient les gens et qui étaient très en demande. C'est vrai que tout ce que je sortais, ça faisait beaucoup de bruit. J'ai été le premier à révéler l'existence d'un vrai réseau de prostitution au sein de la télé-réalité avec des candidates qui étaient recrutées pour ensuite se vendre. Les pratiques scatophiles dont on a encore beaucoup reparlé ces derniers temps, j'étais le premier aussi à mettre le doigt dessus. J'ai vraiment balancé beaucoup de choses sur la drogue qu'il y avait sur les tournages. Vraiment, je n'avais peur de rien et effectivement, j'étais victime de nombreuses pressions parce que je savais beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai pas tout dévoilé, mais je savais beaucoup de choses. Il faut savoir qu'à ce moment-là de ma carrière, tout le monde m'envoyait tout. Les policiers m'envoyaient les dossiers, les hôpitaux m'envoyaient les dossiers médicaux des gens, des célébrités. Tout le monde m'envoyait tout et je me disais que le secret professionnel et médical n'existait vraiment pas. C'est vrai que pendant longtemps, on m'a reproché d'avoir été sans foi ni loi, d'avoir dépassé les limites. Pourtant, les gens ne savent pas que j'ai gardé beaucoup de choses et que je pense même que j'ai bien plus protégé que je n'ai détruit des gens. Suite à toutes ces révélations que je fais sur le milieu de la télé-réalité, je commence à comprendre qu'on veut me faire tomber. Je suis victime de pression, de menaces. Il y a même un moment donné où je vais devoir payer quelqu'un pour rester en bas de chez moi pendant plusieurs semaines parce que quand je révèle toutes ces histoires de prostitution, ça touche à des réseaux un petit peu mafieux et donc ma sécurité est vraiment en danger. Et quelques semaines après, effectivement, le Jérém Stargate est lancé. Alors encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre, mais c'est très simple en fait. On a orchestré en fait un petit peu ma disgrâce parce que je savais beaucoup trop de choses et parce que je révélais trop de choses. Je suis mêlé à des histoires de mœurs terribles. Je me retrouve accusé de choses que je n'ai évidemment pas commises. Et alors là, ça va très vite parce qu'à partir de ce moment-là, tout s'emballe médiatiquement. C'est surtout ces dernières années que j'ai compris, en ayant accès au dossier judiciaire, qui était derrière tout ça et qui avait organisé tout ça en fait. Et ce sont effectivement des personnes qui sont très proches de ce milieu de l'influence et de la télé-réalité et que ça dérangeait que je dévoile des choses sur la prostitution, les pratiques scatophiles. On a orchestré ma disgrâce parce que ça dérangeait vraiment trop. Ça a été un enfer. À partir du moment où vous êtes accusé de quelque chose sur internet, aussi horrible soit-il, parce que moi on m'accusait quand même de viol, de pédophilie, des mots ignobles. La pédophilie est quand même l'un des pires fléaux de nos sociétés. Le problème c'est que pour les gens qui n'y connaissent rien, qui ne suivent pas la suite de votre histoire, vous êtes condamné à vie et d'ailleurs c'est encore le cas 5 ans après puisqu'aujourd'hui
tous les jours, je suis insulté de ces mots terribles et les gens sont persuadés que c'est vrai et c'est le syndrome « il n'y a pas de fumée sans feu ». Les gens se disent que oui, mais enfin bon, ça doit quand même être un peu vrai. Non, c'était faux, mais vous avez beau vous débattre, prouver au monde entier que c'est faux, il y en a toujours qui y croiront et je pense même qu'il y en a certains à qui ça fait plaisir d'y croire, même s'ils savent que c'est faux. Et puis après, ça ne s'est jamais arrêté puisque une fois que ça part sur Twitter, le pire réseau social au monde, ça se répand partout. Un journaliste a été condamné d'ailleurs en première instance l'année dernière à de la prison ferme parce qu'il m'avait harcelé et qu'il voulait relancer mes polémiques et qu'il m'accusait de tout et n'importe quoi sur les réseaux. Donc en fait, après, c'est un enfer sans fin. C'est-à-dire que ça fait 5 ans que vraiment sur Internet, je suis victime de ces rumeurs, de ces calomnies. Et vraiment, c'est terrible parce que la rumeur tue. Vraiment, je lutte aujourd'hui. Je suis épuisé émotionnellement de devoir expliquer que c'est faux, de devoir subir les agressions que je subis numériquement, mais aussi dans la vraie vie, parce que les répercussions sont réelles quand on vous accuse de faits aussi graves, encore une fois, de l'un des pires fléaux de nos sociétés, la pédophilie. C'est terrible. Ça a été horrible, franchement, cette période-là. Je retrouve l'année dernière encore des seringues ensanglantées dans ma boîte aux lettres, avec des lettres anonymes me promettant la mort, parce qu'encore une fois, les gens ont une haine extrême et sont persuadés que tout ce qu'ils ont lu sur moi sont des choses vraies. Il y a quelques jours encore, j'ai reçu une lettre anonyme que j'avais dévoilée sur le plateau de Cyril Hanouna, une lettre anonyme terrible. Et c'est vrai que ça fait peur parce qu'on se dit ça ne s'arrête pas qu'aux réseaux sociaux. Ce sont aussi des choses dans la vraie vie. Heureusement que je suis fort parce que j'en connais qui se sont suicidés. Je suis persuadé que si je m'étais donné la mort, on aurait parlé de mon histoire partout et que j'aurais été réhabilité de façon posthume. On aurait eu de la tristesse, on se serait dit c'est parti trop loin, c'est dégueulasse ce qu'il a subi. Je ne me suiciderai pas, c'est tout mon combat et c'est le titre de mon livre. Je suis un survivant des réseaux sociaux et je dois mener ce combat pour toutes les personnes mortes. C'est justement le reflet d'un gros fléau de nos sociétés, la lenteur judiciaire. Moi, il faut savoir que vraiment c'est très long. Voilà, encore une fois, ça fait 5 ans que j'ai mené des actions en justice qui m'ont coûté en plus extrêmement cher. Donc aujourd'hui, obtenir réparation, ça coûte très cher, c'est très long. Et en fait, on se dit presque que ça sert à rien parce que quand on obtient ce petit document qui condamne les personnes, en fait, 5 ans après, c'est un peu trop tard parce que ça fait déjà 5 ans que le tribunal populaire a rendu son verdict et que les réseaux sociaux vous ont condamné. Donc même si vous êtes innocenté ou même si vous faites condamner vos cyberagresseurs en justice, il y a très peu de gens qui le relayeront. Mais pour autant, je pense qu'il faut vraiment s'accrocher. Moi, j'ai énormément évolué. Je pense que dans ce milieu un petit peu putassier de télé-réalité, de médias, tout ça, je suis l'un des rares quand même à avoir fait un mea culpa et à avoir reconnu la merde que j'avais fait par le passé. Je l'ai très souvent dit que oui, j'avais participé à des vagues de cyberharcèlement à un moindre niveau quand même, parce que j'ai jamais accusé quelqu'un de pédophilie et de viol. Ça restait quand même assez léger, des interviews dans une baignoire et des clashs entre candidats sur des histoires de fesses. Bon, on est quand même loin d'accusations criminelles, mais c'est vrai que j'ai contribué à ce système qui m'a explosé en pleine tête et que je donnais la parole dans ma baignoire à des gens qui se clashaient de manière interposée, que je donnais beaucoup de ragots et de potins sur mon site internet et que quand j'aimais pas quelqu'un dans une émission de télé-réalité parce que je considérais qu'il avait un comportement de merde ou qu'il harcelait un autre candidat, c'est vrai que j'appelais ma communauté à suivre mon point de vue et à ne pas l'aimer. Pour ça, vraiment, j'ai présenté plusieurs fois mes excuses à tous les candidats de télé-réalité que j'avais un petit peu, beaucoup même blessés. Et je suis tout à fait conscient d'avoir eu des méthodes qui n'étaient pas les bonnes, d'avoir été un connard. Ça, je l'assume totalement. J'ai aucun mal à le reconnaître et je trouve ça même hyper intéressant dans mon parcours de me rendre compte de ce que j'ai été et de ce que j'ai vécu aussi par la suite parce que du coup, aujourd'hui, j'ai été des deux côtés et le cyberharcèlement, je le connais en tant qu'initiateur par moment et en tant que victime. C'est pas pour autant que mon combat n'est pas légitime et c'est pas pour autant que je n'ai pas le droit à ce que justice soit rendue et que je mérite de subir des dénonciations calomnieuses, des rumeurs infondées et immondes. Je pense que la loi du talion n'existe pas. C'est pas parce que tu as fait des choses pas terribles dans ta vie que tu n'as pas le droit à ce que justice soit rendue. Et encore une fois, franchement, entre des histoires de fesses qui étaient mises en avant par les candidats de télé-réalité eux-mêmes, c'est toujours d'ailleurs leur business, et des accusations de pédophilie et de viol, il y a quand même un énorme fossé. Aujourd'hui,
je suis encore en contact avec quelques candidats de télé-réalité, plus beaucoup. C'est vrai que voilà, je me suis pas mal détaché de ce milieu-là. Mais je fais encore des interviews et des témoignages parce que, comme dans tout milieu, c'est pas parce que c'est des candidats de télé-réalité qu'il faut leur cracher dessus. Ça reste des êtres humains qui ont aussi des histoires et du vécu. Donc je donne encore la parole à certains, même si je ne suis évidemment plus spécialiste de la télé-réalité. Mais ce qui est sûr, oui, c'est que je la connais, j'ai évolué, elle m'a fait rêver, elle m'a aussi détruit. La télé-réalité, elle m'a broyé. Et puis tous les problèmes que j'ai eus, c'est aussi à cause de ce milieu-là aussi.